alors que c'est pas ça qui a été demandé. Souvent, c'est des malentendus. Et aussi, ça peut amener des erreurs dans la spécification souvent. Ça peut être aussi le client qui a mal spécifié son besoin. Donc, avec ce procès, ça nous permet de pouvoir avoir une réduction sur ces genres de procédés. Et aussi, ça permet aussi d'avoir une bonne documentation vivante. Parce que quoi qu'on puisse dire, le TDD aussi, ça permet de plus valoriser tout ce qui est documentation vivante parce que le code qu'on met en place, les tests qu'on met en place, ça va venir enrichir la documentation qu'on a. Parce que c'est une documentation qui va être compréhensible par les différentes parties, pas seulement les développeurs. Et aussi, on ne peut pas parler de BDD sans parler d'agilité, parce que c'est quelque chose qui est vraiment lié. Donc, quand on a le BDD qui est combiné à l'agilité, ça nous permet d'avoir en fait des versions de logiciels qui sont assez fonctionnelles, parce qu'on sait que l'agilité, ça mise beaucoup plus sur la création de valeur, sur la livraison de la valeur. Ouais, donc, et quand on livre de la valeur, ça veut dire qu'on livre quelque chose qui va être fonctionnel à être utilisé. Et aussi, on focus sur tout ce qui est fiable, tout ce qui est la fiabilité et aussi livré en temps opportun. C'est-à-dire qu'avec l'agilité aussi, on met l'accent sur, on livre fréquemment à des intervalles réguliers et aussi on livre quelque chose qui est fiable. Et à chaque fois, c'est un incrément qu'on délivre. Et aussi, ça permet aussi de répondre aux besoins évolutifs de notre organisation. Parce qu'on sait qu'aussi, il y a des organisations qui évoluent tout le temps. Nous qui sommes dans le domaine de l'IT, on sait que nos organisations évoluent plus souvent. Quand on est dans une startup, en 3 ans, 4 ans, la startup peut évoluer côté organisationnel. Donc, parfois aussi, le métier ne suit pas. Donc, il faut que le métier puisse suivre et aussi la technique puisse suivre. Donc, ça met aussi l'accent sur ça. Et aussi, ça amène une certaine rigueur pour avoir de la discipline parce que avec le BDD, c'est quelque chose qui permet de dire qu'on va rédiger les tests avant l'implémentation. Ça permet de mettre beaucoup plus le focus sur le business qu'on aura et ça permet aussi de mettre de la discipline parce que le développeur, il ne va pas venir écrire une fonctionnalité qui ne va pas répondre aux besoins. Et aussi, le besoin ne va pas venir mettre quelque chose que le développeur n'a pas encore expérimenté avec eux. Donc, ça permet d'avoir une certaine rigueur parce que c'est des rencontres que les gens vont faire, c'est avec des procédures que les gens vont mettre en place. Les tests, et aussi c'est avec des outils que les développeurs vont mettre en place pour pouvoir monitorer tous ces tests-là et l'automatiser. Et aussi, quand on parle de BDD et agilité, il y a le terme aussi automatisation qui vient. Parce que aussi, on aura des scénarios qui vont être établis dès le début du cycle de développement. C'est-à-dire que dès le cycle de début de développement, on va avoir des scénarios qui vont être mis en place. Et en plus, les équipes qui sont les équipes qualifiées, ils peuvent très tôt préparer les tests et les confirmer, les automatiser. C'est-à-dire qu'on aura un cycle d'intégration continue des tests qui peuvent être prêts déjà et que le développement peut suivre petit à petit après. Toutes ces automatisations, ça va juste permettre également d'intégrer facilement dans des cycles de tests de non-régression parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est très important. Souvent, on ajoute une fonctionnalité ou bien on retire une fonctionnalité et ça ramène des régressions. Et souvent, les testeurs aussi, ils ont beaucoup de soucis pour faire des tests de non-rég. Quand on parle de tests de non-régression, c'est-à-dire que quand une fonctionnalité est là, on a testé la fonctionnalité, elle marche parfaitement. Aussi, on doit faire des tests de non-régression pour voir les autres fonctionnalités qui étaient là. On doit les tester à nouveau pour voir si tout est bien. Imaginez si on doit les faire manuellement. Manuellement, ça va être compliqué. Donc, j'ai travaillé sur un projet où le QA avait d'énormes problèmes pour pouvoir faire des tests non-rég parce que c'était énorme et c'était des tests manuels. Donc, il a fallu qu'on puisse automatiser tous ces tests-là à cause grâce au BDD avec Kokomo, on a pu automatiser pas mal de tests parce que souvent, c'est ça. Quand on met en place des tests, le QA peut le faire manuellement, mais souvent, ils peuvent avoir des rencontres où on puisse voir les choses qu'on peut automatiser, qu'on puisse aller dans ce sens-là pour alléger aussi le travail du testeur. Parce que quoi qu'on puisse dire, l'agilité et tous ces principes qu'on voit là, c'est pas pour nous charger, mais c'est beaucoup plus nous aider dans nos tâches, beaucoup plus nous mettre à l'aise pour qu'on puisse être focus sur le métier, sur le business. Donc, et aussi, il y a des parties prenantes qu'on va voir. C'est quoi?
c'est qui va intervenir quand on va faire du BDD avec les rencontres. Souvent, quand on fait le BDD avec les rencontres, il y a le product owner, c'est-à-dire que c'est lui qui représente le business. C'est-à-dire que lui, il va soumettre le besoin. Il va dire que le besoin, le besoin est là. Donc, il y a les développeurs qui vont y participer, qui vont demander, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple du besoin, comment ça va se matérialiser? Et suivant ces exemples-là, ils vont essayer de mettre en place des procédures avec le testeur aussi, qui est là et qui va voir tous les ensembles qu'on a mis en place, qu'est-ce que ça donne. Si on les teste réellement, qu'est-ce que ça va donner. Donc, grâce à ces trois personnes, ou bien à ces trois profils, on peut définir des scénarios pour les tests qu'on va mettre en place après. Et pour les étapes de la BDD, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les différentes parties, c'est le product owner, souvent, c'est les testeurs, ou bien c'est un des développeurs. Et comme on dit, c'est un meeting qui s'appelle les trois amigos. Donc, il y a des gens peut-être qui sont expérimentés avec ça. C'est les trois amigos. C'est une rencontre que les gens organisent. Et le métier est là, les testeurs sont là, les développeurs sont là. Bon, les développeurs, ils sont assez bizarres là, avec leur tête de pirate là. Ils portent des lunettes, ça prouve qu'ils ne dorment pas la nuit, quoi. Donc, il y a le product owner. Lui, il fait le recueil des besoins. C'est-à-dire qu'il représente les clients. Il fait le recueil des besoins du client et il vient. Et lors de cette session, le product owner, en fait, il va soumettre le besoin. Et avec les testeurs et les développeurs, ils vont essayer d'élaborer un ensemble de prérequis pour voir, pour le besoin, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit avoir pour le besoin. Ils vont sortir tous les prérequis si c'est conforme, etc. Après, ils vont définir ensemble les différents scénarios. C'est-à-dire qu'ils vont définir les scénarios qui passent, les scénarios en cas d'échec, etc., etc. Ils définissent les scénarios. Exemple, si je veux faire un retrait de mon wallet, je dois me connecter sur mon wallet, je dois donner mes identifiants, je dois faire ci, je dois faire cela, je dois m'attendre à avoir une notification. Ils définissent les scénarios du besoin, les différents cadres possibles. Et après, avec ces scénarios qu'ils ont définis, les développeurs ils doivent être guidés par ces scénarios-là pour la mise en place de la fonctionnalité. C'est pour cela qu'on dit on met les tests avant les développements. C'est pour dire que maintenant, c'est les tests qui drivent le développement. Maintenant, ici, nous, c'est le comportement de notre fonctionnalité qui vont driver maintenant nos développements. C'est pour cela qu'on dit behavior driven development. Donc, les développeurs vont implémenter ces fonctionnalités. Et après, quand les fonctionnalités sont implémentées, le testeur va utiliser des scénarios comme base de test. C'est-à-dire que soit c'est automatisé, ou bien soit lui, il va lancer les tests lui-même. C'est-à-dire qu'il lance les tests lui-même pour voir est-ce que ce qu'on avait mis, les scénarios, il peut l'utiliser. Souvent, il y a des gens, ils font les trois amigos, et même s'ils n'ont pas derrière des tests automatisés, le testeur va mettre en place un cahier de tests. C'est-à-dire qu'il va écrire lui-même ces cas de tests en se basant sur les scénarios. Et après, au finish, il y a de la valeur qui a été livrée. Donc, c'est ce process-là. Voilà comment ça se passe quand on parle de BDD. Et maintenant, pour pouvoir mettre en place cela nous, en tant que développeurs, donc on a des outils. Et un outil qui est très populaire, c'est le Cucumber. Comme concombre, quoi. C'est un outil qui est très populaire dans le BDD, dans les milieux du BDD. Et aussi, c'est un outil qui est open source. C'est un outil qui est open source et c'est disponible dans plusieurs langages, que ce soit Java, Ruby, JavaScript, etc. Donc, il y a beaucoup de langages qui l'utilisent et c'est très puissant. Mais aussi pour faciliter maintenant l'écriture des scénarios, parce que les scénarios, comme on a dit, c'est un langage qui est non technique, c'est un langage qui est compréhensible par tout le monde. On va utiliser un langage qui s'appelle le Gherkins. Le Gherkins, c'est ça qu'on va utiliser maintenant pour écrire les scénarios. Et on peut l'écrire sur plusieurs langues. En anglais, en français, en espagnol, etc., etc. Donc, c'est disponible parce que comme c'est non technique, même les gens qui ne savent pas coder, qui ne savent pas les fonctionnalités, comment les mettre en place, ils peuvent comprendre que ce scénario-là, voilà ce que ça fait. Et comme c'est un langage qui est visible et qui est compris par les non-techniciens, ça vient aussi renforcer notre
notre documentation, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc, souvent, le Cucumber, il est accompagné du langage Gherkin. Donc, Gherkin, comme je l'ai dit, c'est un langage qui est assez simple. Hein. C'est comme des phrases, comme quelqu'un qui discute avec une autre personne. Et c'est compréhensible par tout le monde. Ça, c'est un exemple de scénario. Si tu vas avoir une connexion qui est réussie, tu donnes tu dis un given, tu donnes un utilisateur qui est valide. C'est-à-dire que tu donnes un utilisateur qui est valide. Et avec cet utilisateur qui est valide-là, nous, on va essayer de mettre en place quelque chose. C'est-à-dire qu'on prend le username et le mot de passe. On lui fournit cela. Et après, il dit que maintenant, quand l'utilisateur se connecte avec les identifiants qui sont corrects, c'est-à-dire que maintenant, on va appeler la fonction qui a mis en place derrière par le développeur pour pouvoir se connecter. La fonction s'appelle login, authentication, etc. En lui donnant les crédentiels. Et maintenant, quand l'authentification est appelée, on sait que la fonction va faire un traitement. Et maintenant, on va faire des assertions sur ce traitement qui a été fait. On va voir avec la démo comment ça se passe. Et maintenant, on s'attend à avoir un résultat pour dire que c'est quoi le résultat qui va être attendu avec ça. Donc, c'est pour ça qu'on a le principe qui dit que c'est le given when then, c'est-à-dire que tu donnes les aspects, les inputs et autres. Tu dis que quand je donne cela, je dois appeler telle fonction, ou bien je dois faire tel comportement, et je dois m'attendre à avoir tel résultat. Et maintenant, c'est ça qu'on définit les scénarios. C'est comme ça qu'on va définir les scénarios. On écrit les scénarios, et après avoir écrit les scénarios maintenant, on peut passer à mettre en place le code qui va être utilisé de l'autre côté. Donc, dans l'exemple d'un scénario qu'on va mettre en place en tant que développeur, c'est que on écrit les scénarios dans un fichier de Gherkin, c'est-à-dire qu'on prend les scénarios, on les écrit petit à petit, et on comprend maintenant qu'est-ce que ça fait. Et après, on va passer à l'implémentation de ces étapes, parce que dans le scénario, comme je l'ai dit, il y a ça, c'est des étapes, c'est des steps, comme on le dit dans le jargon. Chaque ligne, ça va être une step à l'intérieur du scénario. Parce que ça, c'est juste comment définir le truc. Et à l'intérieur, maintenant, ça va être des steps qu'on va mettre en place. Et qu'il y a l'implémentation des steps avec Cucumber qu'on va faire. Donc, Gherkin nous permet d'écrire les fichiers de scénario. Et Cucumber va se baser sur ces fichiers de scénario rédigés avec Gherkin pour pouvoir maintenant implémenter les steps. Et c'est ces steps-là qui vont appeler nous notre code métier qu'on a mis en place, les fonctions qu'on a mis en place. Et après, il va exécuter les scénarios à l'aide de Cucumber qui va être automatisé. Et au finish, on aura des rapports qui vont être générés. On aura le rapport qui va être généré. Et ce rapport-là peut être embarqué dans la livraison pour dire que voilà les résultats de test. Ça peut être embarqué dans les résultats de test. Donc, voilà un peu en théorie comment ça se passe, le principe. Et pour dire que c'est quelque chose qui est vraiment utile parce que ça permet d'alléger le testeur déjà. Ça permet de prévenir beaucoup de choses sur les tests de non-régression. Ça permet d'avoir une documentation qui est vivante. Ça permet aussi d'avoir une bonne collaboration entre les parties prenantes. Parce que souvent, le métier est là-bas dans sa bulle, les développeurs ils sont là dans leur bulle, le testeur il est là-bas, il tape sur les développeurs et ça permet aussi de renfermer les liens de collaboration. Parce que si on a des meetings chaque semaine, ça permet de discuter, de pouvoir se comprendre l'un à l'autre et ça permet même pour faire aller vite dans le travail. Parce que si je comprends ce que fait le développeur et comment le testeur il attend à avoir les choses, il n'y aura pas trop de va-et-vient sur j'envoie le test j'envoie mon ticket en test, le testeur il fait ces choses, il me le retourne en dev, le ticket repart en test, le ticket retourne en dev, on aura des va-et-vient. Ces genres de pratiques permettent d'éviter cela. Ça peut arriver, mais ce n'est pas récurrent d'avoir des incompréhensions quand on applique ces genres de pratiques. Donc, on va passer un peu sur la démo. Ça, c'est des liens utiles que j'ai mis. Hein. Mais bon, en général, moi, je donne que les liens officiels. Parce que si on passe sur le site de Cucumber, vraiment, il y a
la documentation officielle, elle est extraordinaire, il y a tout dedans et ça permet de pouvoir y aller petit à petit. Et c'est très utilisé, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et que de grands groupes l'utilisent, ça permet de pouvoir avoir beaucoup de choses. Et mais en même temps, ça te donne une documentation sur comment le mettre en place. Donc, comment le mettre en place avec Spring Boot, avec un projet Java simple, un projet JavaScript, etc., etc. Donc, il y a cela. Donc, pour la démo, j'ai essayé de générer un petit projet. J'ai utilisé l'outil Bootify qui me permet de générer un projet Spring Boot vite fait. Donc, j'ai généré un projet Spring Boot, Maven, Gradle, etc. Donc, le packaging, je dis, je vais utiliser le technical, pas le domaine driven, etc. Donc, s'il y a des dépendances additionnelles, on peut l'ajouter ici. Et entité, j'ai mis juste l'entité à compte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir des comptes. On va dire qu'on va retirer de l'argent dans le compte, qu'est-ce qui va rester dans le compte, etc. Donc, c'est ça qu'on va essayer de mettre en place. Mais c'est un outil que j'aime bien parce que, parfois, pour prototyper un projet Spring Boot avec un CRUD qui te met en place les services et tous les éléments que l'API, etc. C'est vraiment assez simple et c'est mieux. C'est comme Hipster, mais c'est beaucoup plus fourni à mon avis que Hipster. Et comme côté code, ce qu'on va avoir, c'est juste ça. On va avoir notre code qui est là. Donc, on a nos configs qui sont mis en place, on a le contrôleur, on a nos API REST qui sont là. Il a mis en place les API REST, merci. Après, il y a le service, etc., etc. Donc, nous, on va mettre en place nos Cucumber pour pouvoir faire de telle sorte que si on appelle nos API REST en faisant des opérations, etc., qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, j'ai généré le projet, je l'ai importé sur mon, sur mon IntelliJ. Donc, c'est le même projet qu'on a. Et j'ai rajouté la partie test. Donc, comme ça va, comme c'est une démo, donc, prendre le temps de pouvoir les écrire petit à petit, ça prend du temps pour pouvoir mettre tous ces éléments. Je vais juste expliquer le procédé qui est mis en place. D'abord, il faut juste ajouter les dépendances. C'est un projet Java. On sait que Java, le packaging manager qu'on a, c'est Maven ou Gradle. Donc, ici, j'ai mis Maven. Donc, c'est pour ça que j'ai un point XML. Donc, j'ajoute les dépendances de Cucumber parce que c'est du code Java déjà. Donc, il y a une dépendance avec le Java qu'on va mettre en place. C'est du Spring aussi parce que avec Spring, on a tout ce qui est les injections de dépendance, la gestion du contexte, etc. Et aussi du JUnit. Ça, si on veut faire utiliser le Jupyter, c'est-à-dire que JUnit 5, donc c'est cette dépendance-là. Sinon, si c'est le JUnit 4, c'est seulement le Cucumber JUnit Engine. Donc, après, j'ai rajouté une dépendance qui me permet de manipuler les API REST. C'est cette dépendance-là qui s'appelle REST Assured, qui permet de pouvoir tester mes API REST. Comme c'est plus facile dans les autres langages, pourquoi pas aussi l'avoir dans Java. Comme Java n'est pas aussi difficile maintenant comme on le pense, c'est assez light. Après avoir mis en place les dépendances, ce qu'on va faire, c'est que les features qui sont écrits, on va aller dans le dossier test, ressources, on va créer un sous-dossier feature et on va rajouter tous nos cas de scénario. Donc ici, les cas de scénario qu'on a, c'est assez simple. C'est-à-dire que on va essayer d'avoir le cas où on ajoute un compte, on essaie de récupérer tous les comptes, et le cas où on essaie de pouvoir créer un compte et aussi pouvoir vérifier si le compte est bien créé avec les informations, faire une recherche dans ça. Donc ici, ce qui a été fait, c'est que le scénario, comme je l'avais dit, c'est un given when, mais j'ai mis un given qui est général à tout le monde. Donc, ça peut être fait. Aussi, je peux l'ajouter dans ici. Et là, dans ce scénario, ce que je lui dis, c'est que je vais envoyer une requête post avec les informations suivantes, mais je m'attends à ce qu'on crée le compte et que j'ai un retour de code 201 qui me dit que le compte est bien créé. Donc, c'est ça. Ça, c'est les étapes qu'on va mettre en place. Et cette étape-là, tout ça qu'on a mis en place, il va générer un fichier derrière. C'est-à-dire qu'il y a un fichier qui va contenir les steps
qu'on peut écrire manuellement nous, mais avec IntelliJ, on peut le générer. C'est-à-dire qu'on peut le générer le fichier. Et je vais montrer finalement comment on fait la génération du fichier. Là, je l'ai déjà fait, mais je peux le rajouter. Et que là, il va générer les fichiers avec les assertions qu'on a mis et avec des paramètres que nous, qu'on va avoir besoin pour implémenter maintenant nos éléments. Et si je prends cet exemple-là, voilà le step qui va être généré de l'autre côté. C'est-à-dire que action de post request, c'est-à-dire que j'ai envoyé un requête post, je vais donner l'URL avec le body que j'ai mis. Donc lui, il s'attend à dire que le endpoint, je vais le récupérer et le body aussi, je vais le récupérer sous forme de clé valeur. Et je vais appeler ma requête, mon endpoint, je vais lui donner le JSON et le endpoint, lui, c'est ce qu'il fait. Et la réponse, je le récupère. Je récupère la réponse et je le mets quelque part. Et après, je lui dis, la réponse doit être un code 201. Donc, c'est dans le scénario qu'on dit qu'est-ce qu'on attend. On attend un 201. La méthode qu'on va implémenter, lui, il est générique. Donc, nous, on lui dit, j'attends le code 201. Donc, lui, il va se dire que le code 201, je vais l'injecter. Et je vais juste faire une assertion pour dire que le code qu'on m'a donné, qu'on attend, l'opération qu'on avait exécutée, la réponse que j'ai doit être égale. Donc, sinon, le test ne va pas passer. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'on écrit les steps petit à petit. Comme je l'ai dit, ça peut être généré. Donc, je vais essayer de dire à YouTube, de générer un scénario, exemple. Donc là, je vais demander de me générer un scénario. Je vais essayer de modifier quelque chose. Exemple, je lui dis ça. Donc, automatiquement, il me souligne que le scénario, il n'est pas, le step, il n'est pas défini. Exemple, le step, il n'est pas défini. Donc, moi, je peux générer le step. Je lui dis, tu me crées le step dans un autre fichier, ou bien tu me le crées dans les fichiers qui existent déjà. Donc là, je lui dis que tu me le crées dans le fichier qui est là. Et là, l'argument qui est là, c'est le endpoint que j'ai. Je peux maintenant mettre mon code business ici. Je peux maintenant mon code ici pour pouvoir interagir avec mon application. Donc, je pense que je n'ai pas besoin. Donc, voilà comment on rédige cela. Et comme je l'ai dit, ça peut être rédigé en français. Vous pouvez le rédiger en français. Vu que souvent on travaille en français, vous pouvez le faire. Mais vous pouvez aussi le rédiger en anglais dans les autres langages. Et comme c'est universel, les gens, dès qu'ils sauront une fonctionnalité qui a été mise en place il y a 2 ans de cela ou 3 ans de cela, si on modifie la fonctionnalité, quand on va dérouler les tests, on va avoir des tests qui vont échouer. C'est-à-dire qu'il y a des tests qui ne vont pas passer. Il y a des tests qui vont échouer et quand les tests échouent, maintenant, on va venir pour regarder qu'est-ce qui n'a pas marché dans le code. Donc, il y a cela. Et pour celui-là, pour lancer les tests, on peut lancer directement sur on peut lancer directement sur le fichier de feature. Donc, IntelliJ, il est assez intelligent pour le comprendre. On peut aussi le lancer depuis les codes tests parce qu'on l'a automatisé. Et pour cela, on a mis en place une classe de test. C'est une classe de test qui s'appelle Cucumber Test qui va nous servir de point d'entrée. Quand on va automatiser notre test, c'est cette classe-là qui va être exécutée automatiquement. Exemple, quand on lance un Maven test, il va détecter cette classe-là et il va les lancer après les tests unitaires, etc. Et donc là, j'ai mis des annotations parce qu'on sait avec Spring pour lancer des tests, il y a certaines annotations que je voulais lui dire. Donc, je lui ai dit que c'est du Cucumber que je vais lancer et aussi d'inclure cette ressource-là. C'est là où j'ai hébergé mes fichiers de ressources parce qu'il a besoin de savoir qu'ils sont où. Donc, ils sont là-bas. Donc là, comme c'est du REST, donc je peux avoir un port qui est fixe, mais là, je lui dis que c'est un random port que j'ai mis en place. Parce que parfois, comme c'est des tests automatisés, tu peux le lancer avec Jenkins sur le serveur où il a lancé le port 8080 exemple, il est occupé ou indisponible. Donc lui, il va s'agir juste de trouver un port et le deliver. C'est plus générique d'utiliser un random port que d'avoir un port qui est bien spécifique. On peut l'avoir. Mais parfois, tu peux lancer dans une instance qui va échouer et te dire que non, pourtant ça marche chez moi. Comme on le dit souvent, ça marche en local.
Donc, parfois, c'est des bonnes pratiques qu'on a. Et aussi, on peut spécifier le profil parce qu'on sait qu'avec Spring, souvent, quand on lance souvent des tests, ou bien quand on lance le projet, il prend un profil par défaut. Et ce profil par défaut, on peut spécifier le type de profil qu'on a. Si on a d'autres paramètres ou bien d'autres variables qu'on veut spécifier suivant un des profils. Parfois, c'est bénéfique. Bon, ça va être trop compliqué d'en discuter ici, mais c'est bénéfique parfois de l'avoir des profils pour pouvoir lancer certaines opérations. Donc, comme je l'ai dit, et juste pour essayer de me caler sur le random port, j'ai mis un step abstract où j'ai juste ajouté la notation local server port qui va me prendre le port qui a été généré et je le rajoute sur mon sur mon endpoint, sur mon base URL que j'ai. Ça, c'est en local, pourquoi je l'ai laissé ici comme ça, mais si on le déploie sur un serveur, on peut changer les paramètres pour dire que c'est pas en local host. Ça, bon, j'ai essayé d'initialiser quelque chose pour en avoir besoin sur certains tests. Je vais avoir besoin de cela, c'est pour ça que je l'ai initialisé. C'est générique, hein? Dans toutes les langages, dans tous les frameworks, on te donne une manière de pouvoir initialiser des choses. Ici, c'est juste un component que j'ai mis en place. Et avec ce component, je peux lui donner des éléments et même pour beaucoup plus, pour pousser, il y a des outils qu'on peut utiliser pour mettre tous ces données de test dedans. C'est des fichiers XML qu'on a parfois ou des fichiers JSON qu'on utilise et qu'on peut les charger pour pouvoir définir des informations de test. C'est pour ça que souvent les développeurs n'aiment pas écrire des tests. Et je vous dis que sincèrement, c'est quelque chose que nous tous, on doit être responsable à faire parce que on ne peut pas écrire du code sans pouvoir s'assurer que c'est un code de qualité qu'on a mis en place. Parfois aussi, c'est que là où on travaille, on ne force pas à écrire des tests. Mais je pense que c'est un must que le développeur il doit se forcer lui-même. C'est-à-dire que lui doit se forcer lui-même d'écrire des tests pour pouvoir assurer un minimum sur la qualité de service. Moi, je ne le faisais pas avant, mais après, quand je l'ai su, c'est un must. Maintenant, je le fais à tout moment. Même sur mes projets, en fait, perso, je crée les tests. Même si c'est des tests unitaires, je le mets pour pouvoir juste, genre m'assurer que de ce que j'ai mis en place, ça peut fonctionner bien. Ça ne rassure pas que ton application va fonctionner à 100%, mais ça peut rassurer que les tests que tu as mis en place, en cas de pépin ou bien en cas de régression, tu pourras savoir exactement c'est où et vite fait, tu t'ajustes avant de déployer quelque chose que tu n'as pas pris le temps de tester. On ne fait jamais confiance à l'utilisateur. Le QA qui fait un test manuel, il peut se tromper, il peut se lever un bon jour, il a des soucis, il a mal testé la chose, il a validé le test, on le déploie en production alors que c'était mal fait. Donc tout ça, c'est des choses qu'on essaie de voir pour automatiser, pour pouvoir se libérer des tâches qui sont boring, comme on dit. Donc, je pense que j'ai expliqué un peu le principe de tout cela. Et pour ces deux annotations-là, parfois, on a besoin de pouvoir initialiser des choses avant de lancer tous les tests. Et après, quand on finit, on peut les supprimer. Par exemple, on a besoin d'initialiser des données, on le met là. Et après, quand on finit, on peut les supprimer. Et aussi, il y a l'exemple où on peut les mettre dans les steps, c'est-à-dire qu'à chaque scénario qu'on va lancer, il va exécuter des choses et après, s'il finit, il peut exécuter. Là, j'ai mis un scénario où j'initialise la base de données avec des données et à la fin, je fais un clean pour supprimer ces éléments-là. Donc, c'est ça en fait. Donc, si je lance les éléments, bon, j'espère que tout va passer parce que les démos en ligne, là, souvent, tu viens, tout se passe bien la veille, le jour J, tout tombe à l'eau. Et tu es là à pleurer et tu sais pas pourquoi. Et quelqu'un va venir dire que non grand bi day wax rek nekk te yow lii la. C'est ça, en fait. Ça m'est arrivé souvent que tu fais des choses la veille, tu reviens. Voilà. Là, exemple, il a lancé. On a vu il m'a lancé mes éléments. Donc, je vais juste vous montrer dans les logs. Bon, il y a du charabia parfois. Juste là. Là, il vous dit que il a vu 3 scénarios.
Et il a exécuté tous les trois scénarios. Les trois scénarios, en tout, il y a 13 étapes. Et tous les 13 étapes sont passées. Et ce qui est bon, c'est qu'il te génère un rapport qui met chez Cucumber, mais on peut avoir des rapports qu'on génère nous en fichier HTML, qu'on garde chez nous. Et là, il te donne l'environnement. Il te dit que c'est un environnement OS, etc. La version de Cucumber. Donc là, j'ai lancé tous ces trois scénarios et tous ces trois scénarios sont passés. Ça, on peut l'inclure dans le cahier de test, dans le rapport de test, le QA ou le testeur fait. On a vu que on n'a pas donné, on n'a pas lancé l'application. Ouais, je pense aussi. Ah, allô? Oui, on t'entend, on t'entend. Je pense qu'on avait fait mute là. Sûrement, c'est quelqu'un qui s'amuse à avoir fait mute là. Ah, oui. Euh, c'est bon, hein, maintenant. Oui, c'est bon, oui. Donc, voilà, je disais que il génère le rapport en fait, parce que après, quand il lance les tests, quand il finit, il te génère un rapport qu'il met sur Cucumber, qui est disponible en 24 heures. Mais comme je le disais, nous, on peut avoir le rapport, on peut générer le rapport sous forme HTML et le garder chez nous. Donc, le rapport, il se présente comme ça, il te montre les étapes qu'on a exécutées. Il te dit que toutes les étapes sont en vert, toutes les étapes sont passées. S'il y a une étape qui ne passe pas, il te le dira exactement. Donc, toutes les étapes sont passées. Donc là, on peut juste essayer de pouvoir savoir si tout est bon, là, tout est bon, etc. Et on a vu qu'il a respecté les informations. Donc, si on se dit que maintenant, on a, comme c'est des comptes, ça c'est le classique, c'est-à-dire que c'est le CRUD classique, quoi. Ça, on sait comment tester. Mais maintenant, si on veut faire de telle sorte que le gars, il part en agence, il dit que je veux faire un retrait, comment ça se passe dans son compte? Donc, on essaie de mettre en place quelque chose pour dire que il va aller donner son numéro de téléphone, on va voir son compte, on va voir il a combien en solde. Bon, peut-être on peut pas le voir, etc. Et après, il choisit de dire que je veux retirer tel montant. Donc, il dit que je veux retirer tel montant. Et après, il doit recevoir ce montant-là en cash. Peut-être que nous, on lui donne un truc, il a une notification SMS, etc., etc. Et aussi, on peut vérifier que la balance dans notre compte, il va rester ça. Ça, c'est un cas pratique. Ça, c'est pas du CRUD. Ça, c'est du business. Donc, quand on le fait maintenant, on peut se dire que on va lui donner trois types de comptes ou quatre types de comptes. Ça dépend. Donc, ça, c'est les exemples qu'on lui donne. C'est un tableau d'éléments. C'est-à-dire qu'on renseigne les éléments qu'on veut. Et suivant les éléments, il va faire les tests pour savoir que quand j'ai 500 $ ou bien 500 francs, quand je veux retirer 100 francs, il n'y a pas de frais qui n'est pas possible chez nous. Il y a tout le temps Wave ou Orange Money qui nous coupe quelque chose. Il doit recevoir le même montant et il va lui laisser genre 400 francs. Et on le fait pareil, pour voir est-ce que toutes les étapes vont passer. Ça, faudra que toutes les étapes passent pour dire que oui, nous, ce qu'on a mis en place, c'est ça, etc., etc. Donc là, on va faire que quand il donne son numéro de téléphone, nous, on va faire une recherche en appelant notre API pour pouvoir voir est-ce que le compte existe. Donc, pour voir est-ce que le compte est là. Si il n'existe pas, ces assertions-là, ils ne vont pas passer et le test va échouer. On a initialisé les données ici. J'ai initialisé trois comptes ici. C'est les trois comptes que j'ai mis dans le fichier là. Je les ai initialisés. Donc, on va juste essayer de faire ça pour dire que quand j'appelle la recherche, il va me faire la recherche suivant le numéro de téléphone qui est donné en paramètre. Et après, il va me sortir les éléments qu'il faut. Et après, je lui dis que il va vérifier que le compte qu'on a avec la balance qu'on lui donne, c'est la même chose. Exemple. Après, il va dire que je choisis de récupérer combien. Pour choisir de récupérer combien, il va prendre le compte, il va faire sortir de l'argent, etc. Et après, il va mettre à jour le compte. Parce qu'il est obligé de mettre à jour le compte. Sinon, s'il ne met pas à jour le compte, quand même, le gars, il peut
et prendre de l'argent à chaque fois qu'ils vont voir que ils vont ils vont être d'accord de voir que c'est OK, etc. Donc, je pense que j'ai fait le tour en 43 minutes et que je pense que tout est nickel. Je vais juste essayer de faire échouer un test pour voir qu'est-ce qu'il va me dire dans ce cas-là. Voilà. Parce que quand les tests échouent aussi, il faudra qu'ils puissent matérialiser que notre test a échoué. Comme ça, nous, on pourra voir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on n'a pas bien mis, etc., etc. Donc là, normalement, quand on sait un requête poste, si ça existe, il doit avoir un 201. Mais il me dit que la réponse n'est pas bonne. Je m'attends à un 404, mais il me donne un 201. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Soit c'est le test qui est mal rédigé, ou bien c'est le code qui est mal fait. Et là, on a vu que c'est le test qui est mal rédigé. Parce que si ça passe, on ne va pas avoir un 404. Mais si ça n'existe pas, d'accord. Si on fait un cas de test pour faire échouer cela. Donc c'est ces choses-là qu'on doit essayer de mettre en place. Et le rapport, les gars ont une notification pour pour dire que le rapport est là. Donc, ça a échoué. Eux, ils peuvent voir qu'est-ce qui a échoué et c'est quoi la raison qui a fait que ça a échoué. Donc, c'est très bénéfique et ça permet d'avoir une communication. Tu n'as pas besoin d'aller chez le testeur pour lui dire que, euh, chez le dev pour lui dire qu'il y a ça, il y a ça. Ou bien le dev n'a pas besoin d'aller chez le testeur pour lui dire que tu dis que tu veux avoir un 201, mais tu as mis un 404. Donc, il faudra revoir le scénario. Ou bien, si tu veux qu'on teste un cas où le compte n'existe pas, nous, on va ajouter un autre cas de test pour donner un compte qui n'existe pas. Et sûrement, on aura que 404. Voilà, c'est ça que je voulais présenter. Et merci encore pour votre patience. Je sais que j'ai raconté beaucoup de choses et que je ne vais pas approfondir sur ce domaine-là parce que c'est vraiment très important. Et ça nous aide en tant que développeurs à pouvoir se soucier beaucoup plus du business. Et aussi, ça nous responsabilise beaucoup plus. On ne se jette pas très tôt dans le code, mais on prend le temps d'analyser le besoin avec les tests qu'on va mettre en place. Et après, quand on va mettre le code, on va pas perdre du temps à mettre des choses qui ne sont pas spécifiées, etc., etc. Donc, voilà ça, je voulais présenter. Après, je vais partager le repo. Et aussi, il y a un livre sur Java. Il y a un livre aussi que je vais partager qui traite de ça. Donc, je pense que ça pourrait être utile pour les gens qui veulent aller beaucoup plus en profondeur sur Cucumber et pouvoir le mettre en place. Donc, ça, c'est juste des cas d'utilisation, mais il y a beaucoup d'autres cas d'utilisation. On peut le rajouter avec Selenium pour pouvoir faire d'autres tests automatisés, etc. Donc, merci pour votre patience et la séance des questions est ouverte si vous avez des questions. Ok, Marcel. Merci beaucoup pour la présentation. Je pense que même pour la question, il y avait déjà une question qui a été posée. Donc, je pense que lui, Ouais. il a peut-être, bon, il a manqué le début parce que je pense que tu avais soulevé ce point. Donc, il voulait savoir la différence entre les TDD et les BDD. Ouais, je pense que je l'ai soulevé. J'ai dit que il se base, c'est une, c'est, comment dirais-je, excuse-moi, je perds mes mots là. En fait, comme je l'ai dit, le BDD, il se base sur le TDD. C'est juste une extension du TDD. Donc, parce que le TDD, c'est les tests qui vont driver le développement. Mais ici, c'est une partie, c'est-à-dire qu'on va prendre le comportement qu'on attend de notre logiciel qui vont driver les développements qu'on va mettre en place. Quand on dit test, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Et ça, c'est une manière d'écrire des tests qui respectent le design TDD. Oui, effectivement. Effectivement, c'est ça. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à le poser directement sur le chat ou à activer votre micro si vous voulez aussi. Voilà, donc, parce que notre master aujourd'hui nous a fait une très belle présentation sur les tests. Donc, je pense que de base, même, bon, la plupart des devs, bon, il y a beaucoup de devs qui ne sont pas très familiers avec les tests, ou s'ils le font, c'est, voilà, soit on les force à le faire, voilà, soit ils le font des fois comme ça, right? Mais je pense qu'aujourd'hui, la présentation de Tonix nous a permis de vraiment apprendre plein de choses et savoir, voilà, comment fonctionnent les tests et aussi, voilà, tous
tout ce qui est derrière le test, l'environnement, tout ce qu'il faut savoir, ainsi de suite. Et aussi, juste pour ajouter, je tenais à remercier Afed Medou parce que c'est lui qui m'a poussé à faire la présentation. Afed Medou Sidibé, donc c'est lui qui m'a poussé à le faire. Donc merci à lui encore. Ben, effectivement, Medoun Java. Yeah. Donc, je pense qu'il y a une question qui vient d'arriver. Donc, il demande à savoir, ouais, c'est quoi la différence entre Cucumber et JUnit? C'est quoi la différence entre Cucumber et JUnit? Ouais. Bon, en fait, je pense que c'est parce que quand on dit JUnit, tu veux mettre en place des tests unitaires, en fait. C'est-à-dire que là, JUnit, souvent, bon, c'est quand on veut mettre en place des tests unitaires. Et que quand tu mets en place des tests unitaires, c'est un comportement sur une fonction que tu veux tester. C'est-à-dire qu'on a une fonctionnalité, exemple, tu peux avoir une fonctionnalité qui regroupe plusieurs fonctions. Et quand tu utilises JUnit souvent, tu testes la fonction, qu'est-ce que ça fait. Exemple, tu as une fonctionnalité qui s'appelle, je ne sais pas, genre dérivé d'une fonction ou bien qui s'appelle calcul de plusieurs choses. Et après, il y a des petites fonctions que ça appelle à l'intérieur ou bien ça appelle des services externes. Donc, JUnit, ça te permet seulement de tester la fonction, qu'est-ce que ça fait. Tu veux tester la fonction A plus B, ça te dit de tester la fonction A plus B. Mais si tu veux tester la dérivée de la fonction qui appelle la fonction A plus B, JUnit ne te permet pas de le faire. Alors qu'avec Cucumber, tu peux faire des tests qui sont beaucoup plus dans le cadre général. Donc, c'est-à-dire que c'est des tests d'intégration que tu peux faire. Et JUnit, si tu veux faire des tests d'intégration avec, tu peux rajouter des choses, sinon tu auras des problèmes. Exemple, tu as le service qu'on a mis en place. Tu as ta fonction qui permet de mettre à jour, la base de données, qui permet aussi d'envoyer des notifications. Parfois, avec JUnit, on ajoute d'autres librairies comme Mockito qui permettent de moquer le comportement d'un service. C'est-à-dire que toi, tu te focuses juste sur la mise à jour du compte seulement. Pour l'envoi de SMS, tu moques ce service-là. Tu dis que quand tu vas arriver à appeler l'envoi de service, tu me retournes juste un 200 pour dire que c'est bon. Mais il y a une très grande différence entre JUnit et Cucumber. Mais comme je l'ai dit, pour mettre en place des tests, on commence par maîtriser ce que JUnit nous propose. Parce que si tu vois bien avec Cucumber, on utilise des assertions qui nous viennent du plugin de JUnit. C'est-à-dire que quand je fais mon appel à mon service et que j'attends qu'il me retourne un code 200, l'assertion que je fais, c'est avec JUnit, c'est avec le plugin de la dépendance JUnit qui me permet de le faire. Parce que lui, il te montre les assertions ou bien les prompts que tu as besoin pour pouvoir valider ton test. Donc, c'est ça en fait. Il y a une différence entre les deux. Non, effectivement. Donc, il y a aussi Ndiaye qui a levé la main. Donc, si tu peux activer ton micro. Donc, je vous dis plus tard. Ouais, bon, sinon aussi, il y a une question, le temps qu'il active son micro. La question est sur le chat, comme ça, je vais lire. Ouais, ça est sur le chat. Ok. Excuse, là, je le vois. Voilà. Fatih qui dit qu'est-ce qui pourrait pousser un dev qui utilise Mockito à se lancer vers Cucumber et Selenium. Bon, déjà, quand tu utilises Mockito, ça veut dire que tu moques tes services. Ce n'est pas le vrai comportement que tu utilises déjà. Parce que Mockito, c'est juste, tu simules le comportement, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et toi, si tu vas, nous, dans notre test, il n'y a pas de simulation qu'on a fait. Quand il y a une initialisation de la base de données que j'ai faite, le reste qui appelle la base de données avec le numéro de téléphone, c'est des données qui existent déjà dans la base de données. Alors qu'avec Mockito, tu n'as pas besoin d'avoir des données. Tu peux dire que quand j'appelle mon service REST qui fait du post avec cette URL, tu me retournes des données que tu crées toi-même. Tu me retournes un objet que je crée toi-même. Donc, Mockito, il te permet de simuler le comportement. C'est-à-dire que c'est les dépendances d'une classe. Tu as des services externes que tu vas appeler. Tu n'exécutes pas réellement le service, mais tu simules un retour qui est bon ou bien un retour qui n'est pas bon, déjà. Et que Cucumber, ça te permet de tester des vrais services. C'est-à-dire que tu peux le combiner même avec Mockito. Si tu ne veux pas
tester les vrais services, tu peux le combiner avec Mockito. C'est pour cela que je dis que c'est totalement différent. Si tu fais du Mockito, c'est un réel plus d'utiliser le Cucumber parce que déjà, tu peux automatiser tes tests avec cela. Il y a les cas de rédaction de scénarios que les gens font. Et le meilleur choix actuellement qui se fait, c'est que les gens, ils combinent Cucumber, Selenium, Mockito, JUnit. C'est la meilleure des choses à avoir. Ça veut dire que toi, tes tests, tu vas a priori les automatiser à forte chance, tu vas les automatiser. Parce que les scénarios que tu vas mettre en place, ils peuvent respecter ça. Et quand le service il n'est pas disponible ou bien quand le service ne peut pas te fournir certaines données, tu moques le retour à ce service-là. Donc Jean Cucumber, il est plus souvent utilisé si tu veux mettre en place des tests d'acceptance. Ces tests d'acceptance qui valident le comportement, comme on dit. Le BDD, c'est le comportement, c'est basé sur le comportement. Donc, Cucumber valide le comportement de ton application à travers toutes ces couches. Toutes ces couches. Tu n'as pas besoin de moquer les choses parce que lui, il garde en mémoire les retours. Parce que comme je l'avais dit, dans un step, tu peux appeler le service REST, il te garde la réponse. Tu appelles un autre step pour tester si la réponse que tu avais avec les nouvelles données, ça colle ou pas. Donc, si tu fais du Mockito, c'est déjà très bien. Et si tu veux faire des tests end-to-end, dans ce cas-là, je pense que tu dois rajouter Jean Cucumber, Selenium pour ça. Je pense que j'ai bien répondu à ta question. Ouais, effectivement. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des suggestions aussi. Abdourahmane, tu peux activer ton micro hein, si tu veux prendre la parole. Ok, ça marche. Donc, déjà, merci pour la présentation. Moi, en fait, j'avais juste une question. Est-ce qu'en fait, Cucumber serait adapté à tout projet? Parce qu'en fait, comme il nécessite de réunir en même temps les trois amigos, à savoir le product owner, le testeur et le développeur, donc ça demande énormément de temps. Et si c'est un projet en fait qui dure 3 mois, est-ce que ça vaut le coup de mettre en place Cucumber? Voilà. Ok. Merci Abdourahmane. Je pense que cette question-là, c'est plus une question qui est d'ordre managérial. Je dirais que c'est le choix de faire ou pas faire. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, quand on a un projet qui se dit que ça fonctionne dans le mode agile, on a un produit en nous. Forcément, on a un produit en nous. Et qu'on a des devs. Tu peux avoir un testeur. Parfois, si on est dans des startups, c'est le dev lui-même qui est le testeur. Donc, tu peux appliquer ces principes-là si tu juges nécessaire que tu as le temps. Parce que parfois, il y a le temps qui fait défaut dans nos process, nous. C'est-à-dire qu'on fait fi, comme je l'avais dit tout à l'heure, on n'écrit pas des tests unitaires parce qu'on se dit que ce n'est pas important et on n'a pas le temps. Donc, imagine-toi si on veut mettre ces genres de procédés. Mais si le product owner n'est pas disponible, comme je l'ai dit, si le product owner n'est pas disponible, moi, je pense qu'appliquer du BDD, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué du fait que les choses que tu vas mettre, c'est toi-même qui les valide. C'est-à-dire que c'est l'équipe technique qui va mettre les choses et c'est l'équipe technique qui va le valider. Mais si tu n'as pas le métier qui est là, ça va être très difficile de le faire parce que comme tu as un genre trépied, c'est-à-dire que les trépieds pour les appareils photo, si un des pieds ne marche pas, ça veut dire que c'est toi-même qui vas utiliser ta main pour faire genre balancer pour que ton trépied ou bien tes deux pieds maintenant puissent être équilibrés. C'est-à-dire qu'il y a un pied qui manque. C'est la même chose. C'est-à-dire que s'il y a une partie prenante qui manque, c'est toi qui vas te charger de pouvoir compléter ou bien combler ce gap-là. Et je me dis que ça enfreint un peu les règles de principe de cela. Donc, c'est plus une question d'ordre managérial. Et quand tu n'as pas de métier qui n'est pas présent, mieux vaut pour moi ne pas se lancer dans cela. Yes, c'est très clair. Donc, j'avais juste une deuxième question. Est-ce qu'en fait, comme les tests unitaires, parce que des fois, en fait, on peut commencer des développements et, par exemple, on peut créer une fonction et créer des tests et faire les tests unitaires après. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de TDD. Est-ce qu'en fait, on peut utiliser Cucumber au cours d'un développement? Pas le faire en fait en BDD, mais l'intégrer au cours d'un développement. C'est-à-dire qu'on fait d'abord la fonction et on intègre Cucumber. Oui, si tu veux, hein, tu peux le faire parce que tu peux peut-être utiliser
comment dirais-je, la force de mettre en place des tests end-to-end. Tu peux le faire, tu peux mettre tes fonctionnalités et après tu utilises Cucumber pour pouvoir te rassurer qu'après il y a pas de régression et qui peut être utilisé pour te rassurer de lancer les tests de non-règle. Oui, c'est une manière de faire aussi. Ça ne l'exclut pas. Mais si on va rester dans le cadre, donc il faudra faire les tests avant les devs, mais c'est un outil, comme je l'ai dit, et tu peux l'utiliser sous un autre format si ça te donne les performances que tu attends. Yes, merci beaucoup. En fait, je pose la question parce que, en fait, quand tu travailles en mode agile, des fois, avec les sprints, les parties prenantes, à savoir les clients, en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est de voir son produit. Donc, du coup, des fois, quand tu commences tes développements, tu fais pas, c'est rarement, en fait, qu'on fait du TDD, à moins qu'en fait, que ça soit un très, très gros projet qui va durer dans le temps. C'est pourquoi, en fait, je pose la question, mais tu as très bien répondu. Merci beaucoup. Ok. Bon, comme je l'ai dit, hein, c'est d'ordre managérial et que dans certains principes agiles, si on a un product owner, il est obligé d'être dans certains meetings. Dans certains meetings, il doit être là. Et parfois, même quand il n'est pas là, on n'organise même pas le meeting. Exemple, imagine, il y a un meeting de 3 amicaux qu'on a mis en place. Si le besoin ne peut pas être clarifié, c'est pas la peine de faire ça. C'est pas la peine d'organiser ce meeting. Donc, si on a un product owner, donc il faudra qu'il respecte ce rôle-là. Sinon, ça va être compliqué. Parce que même parfois, quand le product owner n'est pas disponible, il y a certains tickets, on ne les démarre pas parce que le besoin n'est pas clair. Et quand le besoin n'est pas clair, tu fais les devs. Après, tu peux t'attendre à avoir des malentendus ou bien des erreurs dans la mise en place. Mais comme tu dis aussi, même le fait de pratiquer de l'agilité aussi, même le fait d'appliquer le pratique agile parfois, c'est pas bien respecté dans nos entreprises. Ok, super. Donc, merci pour tes questions et ta contribution environnement. Donc, je pense que bon, si on peut prendre peut-être une dernière question pour finir, s'il y en a. Donc, c'était une très belle présentation parce que là, les gens sont en train de réagir sur le chat. Franchement, les gens ont beaucoup aimé. Je pense que beaucoup de personnes ont appris plein de choses aujourd'hui aussi. En tout cas, merci à vous et que j'espère que ça va être bénéfique pour vous. Ouais. Et que juste une des conseils, c'est juste que le dev, c'est pas comment dirais-je, chacun a une méthodologie de l'apprendre, mais souvent quand on l'applique à grande échelle, on doit se retrouver dans les standards que les gens font. Et ça nous permet, nous, de nous améliorer en tant que dev. Et ça nous permet aussi de nous améliorer pour connaître beaucoup mieux le business. Parce qu'il y a certains qui ne vont pas mourir dev. Il y a certains qui vont évoluer vers d'autres métiers. Et il y a certains qui vont run leur propre business. Donc, c'est bien aussi de pouvoir s'approprier certains procédés et ça va nous aider dans notre travail quotidien. Donc, merci encore d'être là et que j'espère que je n'ai pas dit des bêtises et je ne vous ai pas fatigué. Merci. Non, même pas. Ouais. Merci aussi pour les conseils, ma soeur. Je pense qu'on va essayer de s'arrêter là, s'il n'y a plus de questions. Ouais, donc il y a Alkali qui va prendre la parole, je pense. Alkali, peut-être. Ah bon, il dit que c'est pas erreur. Ah, ok, d'accord. Donc, merci encore, ma soeur, pour la présentation. Donc, je remercie aussi Medoun, parce que comme il a dit, c'est Medoun qui nous a suggéré, notre master. Donc, on avait même prévu, je pense, il y avait très longtemps de faire une présentation, mais en temps, bon, ça ne s'est pas fait. Ouais. Mais grâce à Medoun, on a pu faire voilà, on a pu aujourd'hui, voilà, organiser cet événement et faire cette présentation. Donc, pour les gens qui sont venus en cours de route, donc la vidéo sera disponible après sur notre chaîne YouTube. Voilà, et aussi tout ce qui est repo GitHub, on mettra tout au niveau de la description de la vidéo. Donc, je vais laisser notre master nous donner un mot de la fin ou des conseils, après on va se quitter sur ça. Bon, mot de la fin, c'est juste vous féliciter d'abord Galsen Dev pour tout ce que vous faites pour notre écosystème et aussi féliciter les personnes qui ont répondu
présent parce que ça aide beaucoup à la communauté de pouvoir se développer et aider beaucoup de personnes. Donc, durant les années de dev durant mes années en tant que dev, ce qui m'a beaucoup aidé à m'améliorer, à avancer beaucoup plus, c'est la communauté, sincèrement. Donc, continuer à être dans les communautés, continuer à apprendre. Et aussi, parfois, si vous le pouvez faire des présentations, ça peut aider. Et c'est le mot de la fin que j'avais. Et merci encore à vous. Ok, Marcel. Merci beaucoup à vous aussi. Donc, on se donne rendez-vous sûrement le mois prochain pour un nouveau Galsen Dev Meetup, Inch'Allah. Merci. Hein. Ok, merci. Merci et bonne fin de soirée.